merci d'avoir répondu présent à notre appel pour ces premières rencontres du logiciel métier. Donc avant de vous expliquer pourquoi on a voulu créer cette journée, déjà les traditionnels remerciements. Donc, cette journée, nous la faisons avec 5 partenaires. Donc, nous avons la joie d'accueillir. Donc, dans l'ordre alphabétique, Philippe s'étouffe. Donc, dans l'ordre alphabétique, nous accueillons déjà la société Asterium, représentée par Sébastien Renz. Voilà, donc agence web spécialisée dans la création de sites, de Drupal et WordPress. Également la société Bluebot, Christophe Thiel qui est ici, donc société mulhousienne dont l'objectif est de faire gagner de l'argent à ses clients. C'est pas mal, avec le web. Ensuite, la société donc, Impact Positif, donc, représentée par Pierre Fritsch voilà, et Philippe Roser, spécialisée dans l'UX design et le parcours utilisateur. Kiwi Backup, représentée par Stéphanie Meyer, qui sera là cet après-midi, donc sauvegarde de données en ligne. Et enfin, première place, représentée par, ils sont là-bas au fond, Vincent Vogel et Cédric Monnier, donc agence web de création de logiciels, c'est site web sur mesure, et puis marketing digital, référencement. Donc merci à tous les 5 sociétés de nous accompagner pour cette journée. Merci également à nos 3 courageux clients qui ont accepté de venir faire des témoignages par rapport aux conférences que Sébastien va donner. Donc Christophe Heitzmann, donc le frère de Sébastien. Non, pas du tout. C'est pure coïncidence. C'était votre blague. Mince, pardon. Donc Christophe Heitzmann qui est chef de marché service, je l'ai dit dans le bon ordre, voilà, chez Andrés et Hauser. Nora Dokan qui représente la société Aron AG, donc le logiciel de gestion hôtelière Aron, et Jérôme Miner, il est là-bas au fond, donc directeur associé formation technologique du lycée Mermoz à Saint-Louis, qui nous parlera du logiciel Géostage. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette journée? Eh bien, c'est surtout pour démystifier le logiciel sur mesure. On s'est rendu compte en 23 ans d'existence qu'il y avait beaucoup, enfin 2 LE, 23 ans d'existence, pas nous, on est un peu plus vieux que ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de craintes en fait, autour du logiciel sur mesure. À commencer par mon activité est vraiment trop compliquée, personne ne va comprendre ce que je fais, je continue avec mes tableurs Excel, ça ira très bien. Ou alors, ça va me coûter un argent monstrueux, je ne vais pas me lancer là-dedans. J'ai pas envie de remettre mes process à plat, je fais l'autruche et je reste dans mon existant. Enfin, on a eu plein de cas comme ça, de gens qui n'osaient pas franchir le pas. Alors, effectivement, un logiciel sur mesure, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre de l'argent, c'est clair. Mais au final, en le faisant dans les règles de l'art, eh bien, vous obtenez un vrai outil qui va accompagner votre société, votre activité au fil des années, qui va être évolutif, qui va permettre de rajouter des fonctionnalités, donc répondre mieux aux besoins des clients, répondre aux évolutions de marché. Donc c'est un vrai plus par rapport à un logiciel qu'on pourrait acheter tout fait avec la moitié des boutons dont on ne se sert jamais et la moitié des personnes qui ne comprennent pas à quoi ça sert. Donc voilà, un projet à part entière, mais qui mérite d'exister si on le fait correctement. Alors, maintenant, je vais passer la parole. Alors, juste 2 mots sur la matinée. Donc, on commence là avec une première conférence. Les thématiques, ça va être la méthodologie projet, ensuite l'architecture logicielle et enfin la pérennité des choix techniques. Donc, les 3 conférences vont être données par Sébastien Heitzmann, donc gérant et directeur technique de 2LE. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc agence de développement de logiciels sur mesure basée à Mulhouse, créée en 2000. Voilà, qu'est-ce que je disais? Donc, Sébastien va présenter ces 3 sujets. À chaque fois, on intercalera donc, les témoignages clients en rapport avec la conférence. Donc, en gros, 3 quarts d'heure par thématique. Il n'y a pas de pause prévue ce matin. Si vous voulez, si vous avez une petite soif, tout reste là-bas dans le fond. Donc, entre les conférences, vous pouvez aller vous servir sans souci.
Voilà, et donc à 12h15, on a le plaisir de vous inviter juste à côté pour le cocktail networking tous ensemble. Et donc cet après-midi, à partir de 14h, les ateliers avec 2LE et les 5 partenaires que j'ai présentés tout à l'heure. Voilà, ben merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à Sébastien. Oui. Donc oui, pour les questions, on les prendra aussi au fur et à mesure des témoignages. Donc notez-les, gardez-les sous le coude. Voilà. C'est aussi un atelier, enfin une journée participative, donc n'hésitez pas à poser des questions. La première partie, la première conférence, on va parler un peu de méthodologie de projet, de l'historique. Voilà, la méthodologie change assez rapidement, et donc on va parler de ça dans cette première partie. Comment j'avance ? D'abord une petite introduction sur l'historique, avec différentes méthodes, voir un petit peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., etc. Et puis on finira par un petit focus sur les innovations. C'est pas terminé, l'histoire n'est pas finie. Voilà, on n'est pas l'histoire du feu. L'informatique, c'est quelque chose d'assez récent et on n'a pas encore trouvé la méthode idéale pour gérer des projets informatiques. Par contre, on a trouvé des méthodes qui ne marchent pas, ça on va en parler assez longuement. Donc une petite frise sur l'histoire de l'informatique en général. L'informatique, ça a commencé en 1930-1940 avec Alan Turing, John Feynman, que vous connaissez peut-être. Voilà, c'est les deux inventeurs de l'informatique. Il y a Howard Aiken qui est un peu moins connu, lui qui a développé surtout l'IBM au début. Donc ça, c'est les précurseurs. Pendant 40 ans, entre 1940 et 1980, l'informatique c'était réservé au gouvernement. Il y avait 3-4 gros ordinateurs dans le monde, peut-être 5, 10, allez. Disons que c'était quand même l'ère pré-industrielle de l'informatique. Et moi, je date plutôt le vrai démarrage de l'informatique pour tous à l'IBM PC en 81. Pour les Mac, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, à 84, c'est un petit peu après. Mais c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des ordinateurs pour tout le monde. C'est là que je suis né un petit peu avant, c'est là qu'on a eu des micro-PC à la maison. Enfin, des PC, c'était pas vraiment des PC, mais la micro-informatique a commencé à rentrer dans les foyers. C'est là que j'ai commencé à développer à 8 ans des petits jeux sur mon Auric 1. Tu l'as pas mis, le petit Auric Si d'ailleurs quelqu'un a un Auric 1 dans son garage, je veux bien en récupérer un. Juste pour la petite histoire et pour la mettre dans ma vitrine. Voilà, donc en gros, on est un peu tous nés avec l'informatique d'aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'assez récent. Si on compare ça à d'autres industries, l'automobile qui a plus de 200 ans, le train, c'est 400, 500 ans, etc., etc. C'est une industrie qui est assez jeune et qui se cherche encore un petit peu. Aujourd'hui, il y a de l'informatique partout, hein, je ne vais pas vous refaire ça, mais voilà, aujourd'hui on a tous des ordinateurs qui sont 2000 fois plus puissants, 2 millions de fois plus puissants que ce qu'on avait à l'époque. Il y a des Raspberry Pi, il y a des puces qui sont grandes comme ça, qui ont de la puissance de calcul, etc. Et puis depuis une dizaine d'années, on a le cloud computing qui prétend faire de l'informatique sans serveur, serverless, hein, c'est comme ça qu'on dit. Donc on peut acheter des serveurs serverless, c'est assez original. On va revenir un peu sur les méthodologies. Donc l'informatique est partout, il faut développer des logiciels. Développer des logiciels, c'est un métier complexe, c'est des systèmes qui sont très complexes, de plus en plus complexes. Aujourd'hui, des logiciels comme Linux, c'est 10 millions de lignes de code. Alors on ne se représente pas bien les millions, mais voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et il suffit qu'il y ait une virgule à un endroit qui n'est pas à la bonne place pour que ça ne marche pas.
Donc on va revenir un peu sur l'historique des méthodologies. Là, il y a un petit schéma que j'aime bien montrer qui illustre assez bien ce qu'on vit tous les jours. Entre ce que le client exprime comme besoin, entre ce que le chef de projet a compris, entre ce que l'ingénieur fait avec ce qu'il a compris, ce qu'a dit le chef de projet. Ensuite, le programmeur, il adapte tout ça. On a la partie contractuelle, on en reparlera aussi, le responsable des ventes qui a décrit des choses. Le projet documenté, je vais passer les détails. Voilà ce qu'on a finalement installé, ce que le client a payé. Souvent, voilà, c'est une caricature, mais la outline et puis le réel besoin. Donc je dis souvent, tous ceux qui bossent chez nous le savent, il ne faut surtout pas écouter la première demande du client. Parce qu'il faut essayer de... Le client, il a une idée, il veut un truc, il dit « je veux ça ». Mais en fait, notre métier, c'est de creuser et de dire « ok, tu as dit que tu voulais ça, mais c'est quoi ton vrai besoin ?» Et notre job, la moitié de notre job, c'est d'essayer d'identifier le vrai besoin. Et souvent, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a de l'idée en général, l'idée elle est là, mais en creusant et en allant chercher derrière quel est le réel besoin, la solution n'est pas du tout la même. Et la bonne solution, c'est celle qui répond à un besoin. L'informatique, c'est un outil, c'est pas pour jouer. Ouais, j'ai Céline qui me regarde bizarre parce que je vais dépasser le temps de 100. Donc je vais arrêter de parler et on va avancer un petit peu. Mais voilà, c'est juste pour revenir un peu sur l'histoire du besoin utilisateur et l'informatique. Ce qu'on développe est là pour répondre à un besoin et pas forcément à ce qui a été exprimé. On a fait une petite frise sur les évolutions de méthodes de développement. Donc en commençant par Apollo 11, parce que l'histoire de Apollo 11 est liée à l'histoire de l'informatique. Donc j'y reviens un petit peu plus tard. Ensuite, on va parler un peu de la méthode en B, qui est la méthode classique d'architecture, comment construire un immeuble, comment construire un pont. C'est une de ces méthodes-là. Ensuite, on va parler un peu de Scrum, légèrement de XP, que je vais appeler parce que j'aurai pas le temps. Et ensuite, voir sur tout ce qui existe depuis une vingtaine d'années sur les méthodes agiles, et puis les points sur l'innovation. Donc pourquoi Apollo 11 ? Il faut s'imaginer en 1969, c'est ça, Apollo 11. À l'époque, les ordinateurs, ça prenait la taille de cette pièce. Et on a dit aux ingénieurs, t'es gentil, mais il n'y aura pas la place dans le LEM pour mettre un ordinateur de cette taille-là. Donc en gros, ils ont dû tout réinventer. À l'époque, il n'y avait pas de microprocesseur, d'accord ? On faisait des ordinateurs avec des transistors, des résistances, des capacités. Pour faire un bit d'information, on enroulait un bout de fil autour d'un aimant. Et donc on ne savait pas comment concevoir un logiciel comme ça pour piloter une station où il y a des mecs dedans et que ce n'était pas une option de ne pas les ramener sur Terre. Donc en fait, Margaret Hamilton, donc une femme, il y en a quelques-unes dans la salle, mais pas autant qu'on aimerait, c'est elle qui a inventé en fait l'informatique moderne, les méthodologies. Et alors il y a pas mal d'articles sur le sujet, si ça vous intéresse, on vous enverra les slides, mais qui explique que voilà, elle a inventé le génie logiciel. C'est elle-même elle qui a inventé le terme génie logiciel. Elle s'est dit bon, comment je vais faire pour faire ça. Donc elle a beaucoup insisté sur tout ce qui est test, probabilité du logiciel, avec des process rigoureux. Elle écrivait un bout de code, elle testait les choses derrière, avec de la conception modulaire, la documentation, etc., etc. Et donc elle est arrivée à faire un logiciel qui a priori a relativement bien marché. À part le fait que, voilà, si vous vous souvenez tous de l'histoire, au dernier moment l'ordinateur a crashé, juste 15 secondes avant l'arrivée sur la Lune. Donc Armstrong a désactivé le pilotage automatique et est passé en manuel, simplement parce que le logiciel
avait trop de données en entrée et il a dépassé ses capacités. Donc malgré tous ces process de rigoureux, de tests, de retest et de re-retest, il y a quand même encore des bugs. Alors le code de Apollo 11 est publié sur GitHub, vous pouvez le retrouver. C'est pas très gros et c'est écrit en assembleur, donc il faut avoir un peu d'expérience en assembleur pour arriver à lire. Mais ce qui est assez frappant quand on regarde le code, c'est qu'il est entier, c'est-à-dire il n'y a aucune dépendance, il n'y a pas de librairie. Donc on en parlera un petit peu plus tard, mais ça tient dans 15 000 lignes de code, c'est pas très grand. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire des PR pour faire des corrections de bugs, etc. C'est assez marrant. Expliquer PR? Oui. Expliquer PR, faut que j'explique PR? Oui. Moi je connais MR. Alors MR et PR c'est la même chose en fait. Il y a GitHub qui appelle ça des PR et GitLab qui appelle ça des MR. Donc c'est un merge request, c'est en gros une demande de modification de code. On dit un développeur, je sais pas, Quentin par exemple, quand il veut faire des corrections, il fait des corrections dans le code et il dit tiens, j'aimerais que ce code-là soit intégré à l'intérieur du code principal. Et là, Nora est très contente parce qu'elle a des MR qui arrivent. Et parce que c'est l'étape préalable à la mise en prod, etc. Et PR, c'est la même chose, simplement c'est le vocabulaire de GitHub. Pull request ou merge request, on s'en fout, mais c'est la même chose. Mais si tu me fais digresser, en plus, on n'a pas fini. Hein. Donc, une des premières méthodes de développement de logiciels, c'est la méthode en V. Alors, c'est pas la première c'est la méthode en cascade. Mais en gros, c'est un demi-V, la cascade. Donc le principe c'est de dire, voilà, le métier il dit ce qu'il veut, donc on garde en tête ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite on donne ça à un analyste qui rédige un cahier de spécifications fonctionnelles. Ensuite on donne ça à un technicien un peu plus féru dans le dev qui transforme les spécifications fonctionnelles en spécifications techniques détaillées. Ensuite, on donne ça à un développeur qui, à partir de ces spécifications techniques détaillées, va écrire le code qui va avec pour remplir les exigences de la spécification technique. Va faire une conception générale, évidemment, ensuite une conception détaillée. Il écrit les choses, ensuite il écrit des tests unitaires, si tout va bien, pour valider ces choses-là. Et ensuite, l'architecte, il reçoit les petits morceaux, il va les intégrer pour faire des tests d'intégration. Et puis une fois que tous les morceaux sont en place, bien assemblés, on fait des tests système, et puis ensuite le client il reprend son cahier de besoins, et puis il regarde si tout est OK, et on appelle ça un cahier de recettes. Et à la fin, on met en prod et tout le monde est content. Ça c'est dans la théorie. En pratique, on voit déjà sur le schéma qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Si je fais un test système et qu'il y a un bug, enfin, qu'est-ce que je suis censé faire? On ne voit pas sur le schéma ce qu'on est censé faire quand il y a un test système qui ne marche pas. A priori, en général, on va taper sur le développeur parce que ça ne marche pas. Donc a priori, il y a de nouveau une remise en œuvre. Donc voilà, il y a des gens qui ont changé un peu le truc et ils transforment ça en méthode en W, c'est-à-dire qu'en fait le truc il descend, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend, et puis on peut faire comme ça des très 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 longs W. Donc voilà le schéma global. Les principaux problèmes, c'est que en fait les spécifications elles sont jamais complètes. Quand on dit j'ai besoin d'un site web, pour un exemple, qu'est-ce que personne ne peut faire un site web. Encore, on va aller poser des questions, on va voir qu'est-ce que tu veux comme site web, un site plaquette, un site e-commerce, pour vendre quoi? Quand on vend des livres, c'est pas la même chose que de vendre des légumes, il y a plein de spécificités, etc., etc. Et donc là, on a beau y passer des semaines, des mois à spécifier les choses, à un moment, il va manquer des trucs. Et le développement, on parlait de la virgule tout à l'heure, le développement, c'est pas des choses, il faut des choses claires. Donc on ne peut pas développer quelque chose si on n'a pas des spécifications claires.
Donc il y a le premier risque sur la qualité des spécifications. Si les spécifications ne sont pas suffisamment complètes, le cycle ne marche pas. Le deuxième chose, c'est le temps qu'on ait fait tout ça. Il s'est passé 3, 6, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, selon la taille du logiciel. Et il faut espérer que les spécifications ne bougent pas. Parce que si ça bouge au début du cycle en V et pendant le cycle en V, bah, tout se casse la gueule, ça ne marche pas. Ensuite, donc s'il y a des changements, ça ne répond pas aux besoins. Et ensuite, on n'a pas de garantie de qualité. On suppose que celui qui a rédigé les spécifications générales, il sait ce qu'il fait. Il peut y avoir des erreurs dans les spécifications. Et quand on fait un cahier de recettes sur des spécifications fausses, ben à un moment, le développeur au milieu, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on dit on s'en fout que ça ne marche pas, ça répond aux spécifications, le contrat est rempli, et puis le prestataire ou le développeur, il dit moi j'ai fait mon job, j'ai répondu aux spécifications. Le client il n'est pas content parce que ça ne marche pas, mais en même temps c'est ce qu'il a acheté. C'est ce qu'il a rédigé, c'est ce qu'il voulait. Donc voilà, ça c'est pas du tout notre école et ça fonctionne pas. L'autre problème, c'est que souvent, quand on fait une implémentation, c'est qu'à chaque niveau de notre étage, on peut avoir des nouvelles idées. On peut se dire, tiens, ça pourrait être intéressant de faire ça comme ça. Dans le cycle en V, c'est le haut du pavé qui a raison, et c'est un peu dommage de se passer des bonnes idées qui pourraient venir du bas de l'étage. Donc la méthode en V, elle continue d'être appliquée aujourd'hui. Il y a encore des gros projets de l'État où on fait ce genre de choses. On rédige les cahiers des charges pendant 6 mois, 1 an. L'automobile pour Seb, si tu veux. C'est prouvé que ça ne marche pas. J'ai encore discuté avec un gars hier qui me parlait d'un projet commandité par l'État dans une grosse ESN que je ne citerai pas. Où ils ont dépensé 5 millions d'euros pour faire un cahier des charges pour abandonner le projet après. Donc c'est 5 millions d'euros d'impôts dans la poubelle. Donc ces méthodes-là, elles ne fonctionnent pas. Donc il faudrait peut-être arrêter de les utiliser. Ensuite est arrivée la méthode Scrum. Alors Scrum, c'est pas que une méthodologie de gestion de projets logiciels, c'est aussi utilisé dans d'autres secteurs dans l'industrie, et ça vient plutôt du Japon, ça va un peu avec le lean management. Et l'idée, c'est de dire, ok, on sait que ça marche pas ce qu'on avait prévu avant, le cycle en V ça fonctionne pas, on va faire des cycles, et pendant ces cycles-là, on va remettre en cause tout ce qui a été demandé. C'est-à-dire qu'on a le droit de changer d'avis. Les spécifications vont évoluer et on fait ça par itération. On insiste pas mal sur le langage entre le client et le développeur. Il faut qu'ils parlent la même langue et qu'on se mette d'accord sur les terminologies. Toutes ces choses-là sont des choses importantes. Et on est d'accord sur le fait que le périmètre va changer au cours du développement. Parce que les idées qu'on a aujourd'hui, c'est pas les mêmes que dans 6 mois, pour tout un tas de raisons, parce que la réglementation a changé, parce que les utilisateurs ont changé, etc. etc. Donc on inclut également ce qu'on appelle le product owner, c'est le directeur produit, c'est celui qui sait ce qu'il veut dans son projet, dans l'équipe de développement. Donc ça c'est un des éléments importants, c'est que le client fait partie de l'équipe de développement. Alors cette méthode-là a aussi des problèmes, j'y reviendrai un petit peu plus tard, notamment le Water Scrumfall. Et Scrum n'insiste pas du tout sur les aspects techniques des choses, c'est-à-dire que c'est vraiment une méthode d'organisation et on peut très bien faire du code de merde, entre guillemets, avec Scrum. Il n'y a rien qui impose une façon de travailler, une méthode propre. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure sur la partie architecture, mais c'est un des gros défauts de Scrum, c'est qu'il n'intègre rien du tout sur les aspects techniques.
XP est sorti un petit peu en même temps que Scrum. XP, c'est Extreme Programming, c'est aussi notre méthode développée par un monsieur dont j'ai oublié le nom, et qui, elle, pour le coup, est très très orientée technique. Donc c'est notamment le pair programming, travailler à deux sur le même projet. C'est des méthodologies de scénario utilisateur, des use cases, toutes ces choses-là. Donc ils sont un peu plus décrits dans XP, et notamment les tests unitaires, des trucs dans ce genre. Donc ça, on est en fait dans l'époque, dans les années 2000, où en fait tout le monde inventait sa méthodologie de gestion de projet, parce que tout le monde avait compris que le cycle en V ça marchait pas. Et il y avait, on en a mis deux là, mais il y en avait des dizaines d'autres de méthodes. Et à un moment, chacun avait sa méthode, c'était pas très très efficace. Donc c'est là qu'on arrive en fait à un moment, ils se sont réunis tous ces gens-là. Ils se sont dit tiens, si on allait se faire un ski minaire. Donc, ils sont allés dans une station de ski dans l'Utah et ils se sont réunis, ils ont bu des bières et je ne sais pas quoi d'autre. Et ils se sont dit bon, maintenant ça suffit, il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur comment on gère un projet informatique. Et aucun des participants à cette manifestation pensait qu'ils allaient réussir à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Parce qu'il y a XP d'un côté, il y a Scrum de l'autre, etc., etc., etc. Et au final, à la surprise générale, ils ont réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le manifeste agile. Et ça, c'est 2009, il me semble. Et le manifeste agile, c'est 12 points. Alors, je vais prendre un peu de temps pour vous les détailler, parce que je pense que c'est vraiment des choses importantes, et c'est des choses qu'on doit garder en tête quand on fait un développement logiciel. C'est vraiment des règles de base. Alors, après, on l'implémente comme on veut. D'accord, Scrum s'appuie sur le manifeste agile. Il y a d'autres méthodes qui s'appuient aussi sur le manifeste agile, mais il y a quelques concepts que j'essaie de répéter régulièrement et qui sont importants. Donc le premier, c'est la priorité d'une équipe de développement, c'est de satisfaire le client en livrant rapidement des choses qui apportent de la valeur. Donc on n'est pas là pour se faire plaisir avec des projets technologiques, on est là pour répondre à un besoin qui sert à quelque chose. Donc l'utilité finale pour le client final, c'est le plus important. Donc c'est le point numéro 1 du manifeste agile et c'est pas un hasard. Ensuite, en 2, c'est accueillir les changements. C'est-à-dire que, ok, c'est pas la peine de râler parce que le client change d'avis. C'est un fait, le client va changer d'avis. Donc arrêtez de penser que ça n'arrivera pas. Ça fait partie du jeu. Et de toute façon, ça arrivera tôt ou tard. Donc il faut savoir l'accepter et savoir gérer ces changements. Donc ça veut dire mettre en place tout ce qu'il faut derrière en termes d'architecture pour que les changements ne soient pas bloquants et soient possibles. Ensuite, le point 3, c'est les livraisons fréquentes. On en parlera un petit peu avec le DevOps. Mais l'idée, c'est de pouvoir livrer très régulièrement des choses. Si c'est pas fini, c'est pas grave. Mieux une voiture qui n'a pas encore de fenêtre avec laquelle je peux aller au travail plutôt que pas de voiture du tout. Alors l'industrie automobile, c'est pas tout à fait le style, mais c'est encore autre chose. Donc livrer fréquemment, nous il y a certains projets, ça nous arrive de livrer plusieurs fois par jour des modifications. Nora pourra en témoigner. Voilà, plusieurs fois par jour, c'est assez dans un extrême, mais plusieurs fois par semaine, ça nous arrive aussi. Donc voilà, les processus de livraison continue, c'est des choses importantes. En 4, c'est s'appuyer sur des personnes et pas des documentations. C'est toujours mieux d'aller discuter avec quelqu'un de son besoin que d'attendre qu'il nous l'écrive. Parce que écrire, c'est un processus mental où on va perdre de l'information. Parce que quand on a un écrit, on ne peut pas trop poser de questions à un cahier des charges, etc. etc. Donc, et c'est les personnes du métier qu'il faut interroger, c'est pas le stagiaire qu'on a chargé de développer un logiciel qu'il faut interroger, c'est celui qui va l'utiliser. Donc ça, c'est important d'avoir un interlocuteur qui connaît le métier. Ensuite, il faut des personnes motivées.
avec un environnement de travail, un soutien, une confiance, etc. Ça va un peu de soi, mais parfois c'est bien de le dire quand même. Et le 6, ça c'est des choses qui sont aussi assez difficiles, c'est privilégier l'explication directe. La communication entre personnes est préférable à la documentation, à tout un tas d'autres méthodes, et c'est toujours plus efficace d'appeler quelqu'un au téléphone que d'envoyer des mails. Le mail, ça part vite en... voilà, des non-dits, des choses comme ça, c'est toujours levé par une conversation. La conversation prime sur la documentation. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas documenter ce qu'on a dit, mais un compte-rendu de conversation, ça marche très bien. Ensuite, on en reparlera peut-être un peu plus tard aussi sur la mesure de l'avancement, où on a le projet. Là, au bout de 3 mois, là, au bout de 6 mois, pour mon exemple de tout à l'heure, on dit c'en est où le projet? Où est le projet, c'est pas sur un tableur Excel qu'on doit le voir, c'est dans la réalité. On doit voir quelque chose qui marche. C'est à moitié fini, ou il n'y a rien qui marche, c'est qu'on en est à 0. Un cahier des charges, ça répond pas sur Internet quand je tape une URL. Donc ça, c'est une des principales mesures d'avancement, c'est de vérifier où on est à la disponibilité. Donc souvent, un projet, il y a 10 000 fonctionnalités, on va en avoir écrit que 5 000, mais au moins on peut déjà l'utiliser. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a un point sur le rythme soutenable. Voilà, l'idée, c'est que on puisse continuer le projet à un rythme différent, éventuellement, après la première phase. Mais il faut que ce soit soutenable. On n'est pas là pour dire au dev va travailler la nuit parce que demain matin, il faut que je livre. Ça marche moyennement. Ça marche un temps, mais c'est pas soutenable. Ensuite, il y a l'excellence technique, la qualité de conception. Ça, on en parlera dans la deuxième conférence. La simplicité, faites simple. Ça, je le répète aussi à longueur de journée. Ça sert à rien de faire des trucs compliqués. Il faut faire des choses simples. Ce qui est simple est facile à comprendre, ce qui est simple est facile à faire, et ce qui est simple est utilisable par des utilisateurs lambda. Et donc ça, c'est important. Ensuite, le dernier point sur les équipes auto-organisées, faites confiance, ça va un petit peu avec le point sur la confiance, c'est qu'une équipe qui a envie de travailler ensemble, qui comprend les enjeux et qui comprend un peu le besoin, va être capable de s'auto-organiser sans trop de problèmes. Et le dernier point, c'est de faire de temps en temps une réflexion sur sa propre méthode de travail. Donc ça, dans Scrum, on appelle ça une rétrospective. Donc nous, on fait ça à peu près toutes les 3 semaines, tous les mois. On réfléchit sur la dernière sprint, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc l'amélioration continue, ça c'est vraiment du lean dans l'industrie, on retrouve ce genre de choses là aussi. Voilà. Donc ça c'était pour la méthode sur le manifeste agile, je pense que c'était important de revenir là-dessus. Ça c'est une petite illustration pour faire la pause pendant que je bois un coup. Donc souvent sur le pair programming on dit ça fait perdre de la productivité. Mais voilà, entre guillemets, les réunions où on est 15, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, ça fait perdre aussi de la productivité. Merde. Désolé. C'est énervant les gens qui sont contre le pair programming. C'est un vaste sujet, on peut en discuter longuement aussi du pair programming. Ça dépend des pairs, ça dépend de comment c'est fait, ça dépend des sujets. On le pratique assez souvent, mais pas pour tout. Il y a des trucs où on n'a pas besoin d'être deux, effectivement, c'est simple. Mais quand il faut réfléchir, c'est bien d'être à deux.
On a le canard, je ne sais pas si vous avez passé mon post il y a quelques temps sur le petit canard en plastique. C'est ce qu'on appelle la méthode du canard. En gros, le développeur il est perdu, il ne sait plus comment faire. Enfin, voilà, il a un problème, il ne comprend rien, il n'y a rien qui marche. Ceux qui font du dev sont déjà un jour passés par là. Et à un moment, on se dit, la méthode du canard, en fait, ça consiste à expliquer son problème à un canard en plastique. Et une fois qu'on a expliqué le problème, il se résout par miracle. Et je vous assure que c'est miraculeux. Alors moi, je préfère quand même un vrai bonhomme. C'est un peu moins l'air con que de parler à un canard en plastique. Mais, je sais pas, Quentin, tu peux en témoigner, Émilie aussi. Souvent, en expliquant le problème, ils règlent, alors que ça fait 2 jours qu'on est dessus, et en 5 minutes. C'est miraculeux. Donc ça, c'est la méthode du canard en plastique. Donc je vais revenir à nos moutons, après ce petit incident. Pardon ? Quelques lois fondamentales sur la gestion de projet. Alors, j'en avais plein d'autres, mais j'en ai pris que 3. La loi de Humphrey. Alors, les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent tant qu'ils ne l'ont pas vu en marche. Ça, c'est assez vrai. En fait, nous, on essaye toujours de faire des prototypes assez rapidement pour pouvoir montrer des écrans. Et quand on montre un écran, tout d'un coup, la parole, elle se libère. Ah non, mais c'est pas exactement ça que je voulais. Non, mais c'est pas comme ça que je voulais. Ah, c'est intéressant, mais je préférais... Et en fait, c'est au premier écran que le cahier des charges, il va à la poubelle, en fait. Parce que on explose tout. Et ça, c'est très très vrai, ça, on voit assez fréquemment. La loi de Hofstadter. Hofstadter, ouais, c'est ça. Tout prend toujours plus de temps que prévu, y compris quand on prend en compte la loi de Hofstadter. Donc ça, c'est vrai aussi, hein. Surtout moi. Il paraît que Céline, quand je lui dis que ça prend 2 jours, elle fait toujours x2. En général, ça fait 6 à la fin. La loi de Parkinson, ça c'est une autre loi, c'est qu'en gros, si vous dites ça prendra 2 jours, ça prendra 2 jours. Personne ne va le faire en 2 heures, parce que même si ça prend 2 heures, c'est marqué que ça prend 2 jours, ça prend 2 jours. Donc on va toujours prendre le temps complet de ce qui est prévu. Je la connaissais pas, celle-là. Encore un autre petit focus sur l'estimation de projet. Alors, bon, ça c'est un peu la vie. Hein. On vient de voir, on me dit voilà mon projet. Sur un post-it, je sais pas de post-it là, mais combien ça coûte? Et là, on doit estimer, on va dire, ça fait 100 jours, 200 jours, etc. etc. Et on en arrive là. En gros, c'est comment est-ce qu'on peut estimer des choses qu'on ne sait pas à l'avance? C'est juste pas possible en fait. Mais par contre, on veut un forfait, on veut que 3 minutes, je sais, mais j'y suis pas. On va aller un peu de retard, mais j'ai prévu pour la 3e conf de faire plus court. Et anticiper. C'est ça c'est parti de ça. Voilà, c'est ça. Donc bref, l'estimation, on en repose un petit peu plus tard. Il y a un autre modèle qui est à la mode. Je vous ai dit, le cycle en V, ça marche pas. Je vous ai dit, Scrum, ça marche mieux. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va mettre l'un dans l'autre, ça va marcher. C'est ce qu'on appelle le Water Scrum Fall. En gros, je prends une méthodologie en V, je dis que c'est agile. Sur le papier, dans le contrat, on dit, voilà, au lieu de vous vendre des jours de dev, je vous vends des points d'itération. On rajoute un petit peu des product managers, des business... je sais plus, business... analyste, ouais. Ouais, non, c'était pas analyste, mais bref. On rajoute des testeurs, on met des PPO, parce que le product owner chez le client, ça l'emmerde de faire ce boulot-là, donc on lui met une interface, un proxy, etc., etc. Donc au final, on a 15 mecs qui font du papier et un développeur qui fait des cycles de Scrum. Ensuite, comme le client il veut quand même être assuré sur les tests, etc., on fait des tests d'acceptabilité, des tests de spécification.
Et puis on fait un espèce de truc comme ça, là, qui n'a ni queue ni tête, qui coûte 5 millions, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est très très à la mode dans tous les grosses scènes aujourd'hui dans le monde. Parce que les clients, ils veulent un contrat, ils veulent des spécifications, ils veulent un plan, etc., etc. Mais comme ils veulent quand même que ce soit agile, parce qu'ils ont quand même envie de changer d'avis au milieu, tout en respectant les spécifications qu'ils ont écrites une demi-heure avant, on met du Scrum à l'intérieur. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas mieux que le V, c'est même pire. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne servent pas trop à grand-chose au milieu et qui font de la paperasse. Et j'ai vécu des projets avec des trucs comme ça, je vous assure que ça ne marche pas. Il y a une nouvelle tendance, là on est dans la partie innovation, qu'on appelle le software craftsmanship. Ça c'est juste impossible à dire, craftsmanship. En gros, c'est des artisans du logiciel, parce qu'à un moment, ceux qui ont fait la version qu'on a vue tout à l'heure se disent il faut arrêter les conneries, quoi. Mettre 50 personnes pour faire de la paperasse et 2 devs, à un moment, il y a quelqu'un qui produit, et c'est bien que l'artisan qui produit le code, il soit un peu au centre du système. Donc le software craftsmanship, je ne vais pas y arriver, le bidule, là, permet de faire ça. Donc on insiste beaucoup sur la qualité du code, sur la qualité de l'architecture, et on met ça au centre avec de l'amélioration continue, avec la testabilité. C'est tout ce qui manque à Scrum, en gros, qui est plutôt une méthodologie. On insiste sur la qualité du code et sur le fait que ce soit fait de manière artisanale. Quand on fait du développement de logiciel, c'est toujours artisanal. On ne fait pas du développement de logiciel à la chaîne, ça n'existe pas. Parce qu'une fois que c'est développé, on ne le refait pas. Donc la notion d'industrialisation du développement ne peut pas exister par principe. Quand on industrialise quelque chose, c'est pour le faire plusieurs fois. En informatique, on ne fait pas plusieurs fois les mêmes choses. Quand on l'a fait, c'est fait. Donc c'est toujours un petit peu artisanal. Alors plus ou moins, évidemment, on peut avoir des méthodes pour faire ça bien, mais voilà, ce mouvement-là, il sert un petit peu à ça. Et c'est de plus en plus à la mode, et ça représente assez ce qu'on fait depuis quelques années. Il y a une autre tendance, c'est le no estimate, parce que il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on passe beaucoup de temps à estimer combien de points il faut pour faire telle fonctionnalité, n'est-ce pas, Quentin ? Donc on peut passer des heures à faire ce qu'on appelle des poker planning. On a les fonctionnalités, on discute, alors pas à 2 pour le coup, mais ça représente un petit peu le schéma qu'on a vu tout à l'heure. C'est plutôt 5-10 personnes autour de la table à faire des pokers en disant « moi je dis 3 points, non, moi je dis 5 points, etc. » Pour à la fin, ça prend beaucoup de temps, et à la fin, en fait, c'est pas respecté, parce que c'est une estimation. Donc, on a dit 5 points, mais ça veut dire quoi 5 points, combien de temps, etc. Donc à un moment, le no estimate, il dit bon, on va arrêter ces conneries, on va faire le boulot, et au moins on avance, et on mesurera éventuellement après combien on a avancé. Et on s'économise sous cette partie d'estimation. Donc voilà, on se focalise sur la valeur ajoutée, ça c'est déjà écrit dans le manifeste Agile de 2009. Donc simplement on revient un petit peu aux bases. Je vais aller un peu vite. Ensuite, voilà, il y a eu une autre révolution dans les 10 dernières années, c'est ce qu'on appelle le DevOps. Alors, moi je résume souvent le DevOps par si ça fait mal, fais-le plus souvent. C'est une des devises du DevOps. Mettre en prod un gros logiciel. Vous êtes la SNCF, vous voulez mettre en prod SNCF Connect, il va falloir déployer des serveurs, des trucs, des machins, etc. etc. Ça c'est compliqué, et souvent la tendance avant le DevOps c'était si c'est compliqué, je vais le faire une fois par an. Je vais faire des releases très vérifiées, testées, etc., etc. Et donc on le fait moins souvent, et quand on le fait moins souvent, on a moins l'habitude de le faire, et quand on a moins l'habitude de le faire, c'est plus compliqué, on a peur, du coup on le fait encore moins,
Et plus on a peur et plus c'est risqué, plus on met des ceintures bretelles et autres, etc. etc. Ben, le DevOps, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire que les mises en prod, ça doit être automatisé. Quand il n'y a pas d'intervention humaine, il y a moins d'erreurs. C'est reproductible. Et l'idée, c'est de faire des livraisons continues et de faire des releases en continu. Donc ça veut dire, Facebook par exemple fait une centaine de releases par jour. Ils changent leur logiciel 100 fois par jour. Quand on fait des changements 100 fois par jour, évidemment, on ne remet pas tout en question tous les jours. C'est-à-dire que c'est des petits changements. Et quand c'est un petit changement, il y a moins de risques. Par contre, on vérifie ce risque. Comment on fait pour faire en sorte que quand je fais un changement, ça ne va pas tout casser? Ben, ils font ce qu'on appelle du canary release, etc. Ils livrent sur 1% des utilisateurs Facebook. Vous avez peut-être déjà vu que parfois votre Facebook il n'a pas la même chose que le voisin, etc. etc. Ben, tous les gros acteurs aujourd'hui qui ont des grosses plateformes fonctionnent de cette manière-là. La livraison continue sur une partie en mesurant les résultats. Est-ce que ça dégrade les performances? Est-ce que ça dégrade les stats parce que je veux savoir combien de temps les gens passent sur Facebook, etc. Et on mesure pour chaque release, est-ce qu'il y a une dégradation? S'il y a une dégradation, on revient en arrière et puis on continue comme ça. Donc ça, c'est le DevOps qui permet ça. Et ça fait gagner énormément de temps. Le développeur il pousse sa merge request et ça part en prod automatiquement. Pas besoin d'un ingénieur, un système pour mettre en place tout ça. Donc ça c'est une vraie révolution aussi et qui fait gagner pas mal de fiabilité aussi sur les déploiements. Par contre il y a un certain nombre de prérequis, il faut gérer correctement son code source, avoir un système de versionning, un système de branche, etc. etc. Donc je passe parce que j'ai déjà dit tout ça et je conclue dans les temps.